Donc on va attendre juste 2 secondes que les gens s'installent dans la salle. Donc je rappelle pour les personnes présentes dans la salle que vous pouvez avoir accès à la traduction, donc français-espagnol, donc vous pouvez récupérer un casque à l'entrée, et que cette conférence est retransmise en streaming. Donc pour les personnes, je salue les personnes qui sont en streaming derrière leur ordinateur. Le prêt ? Ok. Donc bonjour à tous. Nous allons, après les débats très intéressants qui ont eu lieu ce matin, on a fait un petit peu l'historique du naufrage du Prestige, on a rappelé un peu les systèmes d'indemnisation et aussi où les collectivités territoriales ont pu témoigner de ce qu'elles ont fait au moment du Prestige et quels ont été les moyens mis en place lors de marées noires. Nous allons accueillir cet après-midi 4 intervenants pour le workshop « L'innovation pour préserver l'intervenant ». Donc, sans fioriture, je vais directement appeler au pupitre Monsieur Christophe Rousseau, adjoint au directeur du CEDRE depuis 1995, et il est notamment responsable du département de préparation à la lutte, et il va nous parler de l'innovation, donc l'évolution dans les techniques et les stratégies de lutte contre la pollution. Merci Antidia, merci aussi de m'avoir invité et de m'avoir choyé depuis le début pour venir ici. Alors, ce matin, on a dit, les précédents conférenciers ont dit que les accidents de pollution, c'était l'opportunité de faire avancer la réglementation. C'est un peu la même chose pour la technologie. C'est comme les guerres au sens large, hein, ça fait avancer la technologie. Et quand on a dit ça, on pense immédiatement à Deepwater Horizon. Et je vais vous parler un petit peu de Deepwater Horizon parce que cet accident récent, depuis le Prestige, a fait avancer certaines choses. Non, toc. Alors. Est-ce que vous pourriez lancer la présentation de Monsieur Rousseau en régie ? Bon, alors je vais commencer à vous parler quand même de Deepwater Horizon. Cet accident sort un petit peu de l'ordinaire. Jusqu'à présent, ce matin, on a plutôt parlé d'accidents de navires, hein, c'est-à-dire, et principalement de pétroliers, c'est-à-dire qu'on a une quantité connue de pétrole dans un volume qui se casse en partie et qui déverse une quantité théoriquement connue de pétrole. De pétrole brut, là on se trouve de pétrole raffiné ou brut, les deux d'ailleurs. Là, dans le cadre d'un blowout de plateforme, on se trouve devant une situation différente avec un rejet de pétrole brut et avec un robinet qui est ouvert pendant un certain temps et qui va créer des conditions de rejet complètement différentes de ce qu'on va trouver dans un accident de navire et du coup qui a permis d'utiliser des techniques qu'on n'utilise pas d'habitude parce qu'on n'a pas les bonnes conditions pour le faire, à la fois par rapport au vieillissement du navire, au vieillissement du pétrole, pardon, et au fait qu'on a un rejet continu. Non, toujours pas.
Alors cet accident est survenu le 20 avril 2010 et a quand même engendré la mort de 11 personnes, il ne faut pas l'oublier. Et la fuite, et ça c'est aussi, et je reviendrai là-dessus comme une des caractéristiques de cet accident, la fuite a été contrôlée mi-juillet 2010. Alors que d'habitude, quand on a ce genre de situation, le temps de faire des forages de secours, il faut à peu près 6 mois. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour les forages de secours latéraux. Et là, les Américains ont mis en place des technologies de chapeautage de la nappe, de la fuite au fond de la mer, qui sont une des caractéristiques aussi de cet accident, et je reviendrai là-dessus. Au final, tout le monde, même s'il y a eu beaucoup de difficultés pour mesurer la quantité de pétrole qui s'est échappée, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas du tout facile. Au final, les experts américains s'entendent pour dire que, merci beaucoup, s'entendent pour dire que, en gros, on a perdu 800 000 tonnes de brut léger durant les 3 mois pendant lesquels le robinet a été ouvert, ce qui est quand même gigantesque. On a eu quelque chose d'un peu similaire en 1979, également dans le Golfe du Mexique, avec Ixtoc One, où là on ne savait pas trop, entre 700 000 et 1 500 000 tonnes. Et cet accident avait permis de faire connaître Red Adair à l'époque. C'était la première grosse opération de Red Adair. Alors, ce qu'il faut voir dans cet accident, c'est que les Américains avaient une stratégie très claire et très simple, c'était de tout mettre en œuvre pour que la pollution n'arrive pas dans le delta du Mississippi. C'est la deuxième réserve, zone humide américaine. C'est une zone extrêmement sensible, avec des marécages, des bayous, des mangroves. Et donc, cette stratégie claire, ils l'ont mise en œuvre avec, comment dirais-je, à l'américaine, quoi, Hollywood, donc avec tous les moyens possibles et inimaginaux même qu'on peut trouver à la surface de la Terre. Et on arrive, dans ce contexte-là, à des chiffres absolument hallucinants en termes de mobilisation, de personnel, de moyens et d'utilisation de toutes les techniques de lutte connues à ce jour, et pour certaines, qui étaient sur du papier, qui n'avaient jamais été mises en œuvre, pour les raisons que j'ai déjà évoquées, des raisons de conditions de la mise en œuvre de ces techniques. Donc on a eu de la récupération mécanique, de la dispersion, du brûlage in situ, du nettoyage du littoral, de la protection des zones sensibles, etc., etc. Et donc je vais insister un petit peu sur certaines de ces techniques, sachant que, puisqu'on parle d'innovation, les Américains sont très soucieux de ce qu'on appelle les stakeholders, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour, toutes les parties prenantes autour de ce genre de situation. Et donc ils avaient lancé un concours d'idées pour des techniques innovantes pour lutter contre la pollution. Alors vous voyez, entre 123 000 idées soumises, 43 000 relatives uniquement à la pollution, et en fait, il y a eu en gros un peu plus d'une quarantaine qui ont été utilisées durant l'accident, et d'autres sont encore en cours de développement. Alors, vous avez sur cette image un système de séparation. Alors ça, c'était Kevin Costner qui avait mis au point ce système-là, ça n'a pas trop mal marché, ben oui. Il y a beaucoup d'artistes aux États-Unis qui sont investis dans l'antipole. Vous avez une barge en haut, là, je ne sais pas s'il y a un pointeur là-dessus, peut-être. Non. Bon. Une barge récupératrice, vous avez des chaluts de surface, vous avez des systèmes autonomes, vous avez The Whale en bas à votre droite, là, c'est un armateur coréen qui a modifié son bateau pour essayer de récupérer du pétrole. Tout ça n'a pas marché avec le même succès. La barge, c'était pas mal, mais alors le navire avec eu des fentes sur les côtés, ça n'a absolument pas du tout marché.
Ils ont utilisé des cribleuses, des mini-cribleuses. Alors, c'est là aussi, on voit la limite de ce qu'on appelle innovation aux États-Unis, parce que beaucoup de ces techniques, nous, on les utilise en Europe depuis 30 ans, mais les Américains, ils ont du mal à regarder ce que font leurs voisins internationaux, parce que c'est pas forcément américain, donc c'est pas forcément bon. Bon, voilà. Mais du coup, il y a un petit bémol dans ce que, au niveau international et américain, on a appelé innovation, parce que pour nous, il y a beaucoup de choses qui étaient quand même relativement connues. Alors, je vais axer mon propos sur 3 techniques qui ont été vraiment là utilisées de façon innovante. L'utilisation des dispersants, le brûlage in situ, et puis l'arrêt des fuites d'un puits de pétrole. Alors, pourquoi les dispersants? Parce que, évidemment, dans cette pollution, on a atteint un niveau d'utilisation des dispersants qu'on n'avait jamais atteint avant, parce que, notamment, on avait du pétrole frais pendant 3 mois, et donc il était dispersible. Et donc, il y a eu beaucoup de traitements à la surface de l'eau, mais ça, c'est une technique qu'on emploie relativement, qu'on connaît bien depuis des années. Mais surtout, ils ont, pour la première fois, parce que ça, c'était que dans les cartons, injecté du dispersant au niveau de la tête de puits, au fond de la mer. Et ça c'est une technique qui, jusqu'à présent, n'avait jamais été utilisée. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé la dispersion? Comme je vous l'ai dit, pour essayer de limiter les arrivages de nappes dans le delta du Mississippi. Quand vous transformez une nappe de pétrole à surface de l'eau en une multitude de gouttelettes qui vont se disperser dans la colonne d'eau, dans les premiers mètres de la colonne d'eau, quand vous épandez en surface. Et ce pétrole, disponible pour la biodégradation, va être plus facilement attaquable, digestible, digéré par les bactéries qui se trouvent dans le milieu. Et dans le golfe du Mexique, où il y a beaucoup d'installations pétrolières, des bactéries mangeuses de pétrole, il y en a beaucoup. Bon. Alors, l'intérêt qu'ils ont trouvé à disperser, notamment à partir du fond, c'est que ça a limité les arrivées de nappes en surface. Comme c'était un pétrole léger, une fois qu'il était en surface, il avait tendance à s'évaporer, et ça générait des risques d'incendie, d'explosion, de toxicité pour les équipes qui travaillaient sur les plateformes, la plateforme qui avait brûlé, les plateformes de secours, et puis tous les bateaux qu'il y avait autour. Donc le premier objectif, c'était de sécuriser la zone de travail pour limiter les arrivages de pétrole à la surface et protéger les intervenants de tous les risques que ça génère quand on a un pétrole léger. Et ensuite, l'idée, c'était aussi au lieu de ne disperser que dans quelques mètres ou dizaines de mètres sous la surface, d'utiliser toute la colonne d'eau pour rendre biodisponible ce pétrole. Et c'est ce qui a été fait, sauf que, en pulvérisant en quelque sorte ce pétrole dans la colonne d'eau, on a généré un espèce de nuage gigantesque sur des dizaines de kilomètres cubes par 1200, enfin quelques centaines de mètres du fond, 1200 mètres de fond. Et ce pétrole a été attaqué par des bactéries dites cryptophiles, des bactéries qui vivent dans des milieux très froids, qui sont peu connus des scientifiques qui travaillent plutôt sur des bactéries de surface, qui travaillent dans des milieux plus chauds et plus oxygénés. Et donc là, les Américains ont mis en place beaucoup de systèmes de mesure, d'échantillonnage, pour essayer de comprendre comment ça s'est passé. Il est clair qu'il y a eu de la biodégradation, mais pour l'instant, on a très peu de retours de travaux scientifiques sur le sujet. Donc il va falloir encore attendre peut-être 2 ans ou 3 ans pour avoir des idées précises sur ce qui s'est passé. Donc ils ont eu aussi des difficultés à modéliser ce nuage et également à mieux comprendre les phénomènes physico-chimiques qui ont permis au pétrole de se transformer en ces micro-gouttelettes. Quelle a été la réelle influence de l'injection dispersant
par rapport à le comportement, température, pression, etc., qui a influencé ce rejet d'eau, d'hydrocarbures et de gaz quand il est remonté à la surface. Donc il y a beaucoup de questions encore sur le sujet, et il y a beaucoup de travaux de recherche sur le sujet actuellement. Deuxième technique très largement utilisée, et c'est la première fois que dans l'histoire des pollutions on utilise aussi largement cette technique, c'est le brûlage in situ, parce que ce brut très léger peut être brûlé jusqu'à 92%, qu'il arrivait en permanence à la surface et qu'on avait des conditions, bon, sauf quand les cyclones passent, des conditions relativement favorables pour le faire. Il a fallu quand même, au bout de quelques temps, on s'est aperçu qu'en épaississant les nappes, ça marchait un peu mieux. Donc on a entraîné les pêcheurs locaux qui ne pouvaient plus aller à la pêche à la crevette à traîner des barrages pour confiner un peu ces hydrocarbures et épaissir les nappes pour les faire brûler. Et on a eu quand même des résultats très significatifs, puisqu'on a presque atteint 50 000 mètres cubes de pétrole qui ont été brûlés ainsi. Les seules questions qui surgissent quand même aujourd'hui, enfin qui surgissent depuis l'accident, c'est d'une part la toxicité des retombées atmosphériques des fumées. Pourquoi ? Parce que les Américains, ils ont mesuré les fumées à la surface de l'eau. Or, ces fumées, elles montent très très haut dans le ciel, et pendant qu'elles montent, il se passe encore beaucoup de phénomènes chimiques qui font que cela génère des sous-produits relativement toxiques très très hauts qui, eux, vont retomber quelque part à des dizaines, voire des centaines, des milliers de kilomètres, sans qu'on sache bien pour l'instant en mesurer les effets, même s'ils n'ont eu aucune plainte des populations, puisque c'était quand même à peu près 90 km en mer. Mais là, quand on en discute avec nos collègues norvégiens du SINTEF, qui travaillent comme nous sur le sujet depuis longtemps, on a quand même un certain nombre d'interrogations sur ces fumées. Donc là, il y a des études en cours. Et puis, aussi sur les imbrûlés. Parce que les imbrûlés, les résidus de brûlage, ce sont des produits qui concentrent beaucoup de molécules très toxiques. Et dans le cas de ce pétrole qui brûle beaucoup, les résidus sont très lourds et ils ont eu tendance à couler très vite, et on en a eu très peu à la surface. Donc ils ont coulé. Qu'est-ce qu'ils sont devenus au fond ? Quel est leur impact sur l'environnement ? Ça, on ne sait pas dire pour l'instant. Voilà. Alors, d'une part, il a fallu donc former les équipages parce qu'il y avait quand même un certain nombre de risques à faire ça. Il a fallu trouver des barrages pour le faire, et des barrages anti-feu sur le marché international. Il n'y en a pas 36 000 et les stocks étaient très limités. À l'opposé, quand on regarde d'un point de vue économique, c'est une technique relativement peu onéreuse par rapport au traitement dispersant ou au confinement, récupération. Mais en fait, on ne fait que transférer la pollution à la fois dans l'atmosphère et dans le milieu et dans la colonne d'eau. On n'enlève pas le polluant du milieu, faut que ça soit clair. Donc actuellement, il y a pas mal de projets de recherche au niveau international, pas seulement américain, au niveau international, pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation. Nous-mêmes, nous travaillons, nous avons un contrat nous avons fabriqué une machine pour regarder comment se passe un brûlage, pour pouvoir dire peut-être même à l'avance, on fait déjà ça en termes de vieillissement et de dispersion. Quand on a un nouveau produit pétrolier qui arrive sur le marché, un nouveau brut par exemple, en complément des études que l'on fait sur le comportement, le vieillissement et la dispersion, pouvoir dire tout de suite, eh bien, si on brûlait ce produit, voilà qu'est-ce qui se passerait en termes de capacité de combustion du produit, en termes de résidus, en termes de fumée. Donc un espèce de mini-modèle de brûlage qui nous permettrait d'avoir ces paramètres très rapidement. Alors, le troisième aspect, très innovant et surprenant, c'est la maîtrise de la fuite. Si on regarde la dépense énergétique en matière grise et en finance
pour, au bout de 10 tentatives, arriver à maîtriser le rejet au niveau de la tête de puits. En termes d'ingénierie, intellectuellement, c'est absolument extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils aient réussi en un temps quand même relativement court, ce qui donne maintenant, puisque l'industrie pétrolière s'est dotée déjà d'une machine, et puis il y en aura d'autres, qui permettent maintenant d'avoir ça en stock et de pouvoir intervenir très rapidement, sans tâtonner comme ils l'ont fait, puisque c'est qu'au bout du dixième tentative qu'ils ont réussi, de pouvoir chapeauter maintenant beaucoup plus rapidement un rejet. Dans le cas de Deepwater Horizon, les forages de secours, comme d'habitude, hein, ils ont mis 6 mois à descendre jusque pratiquement la réserve, le réservoir du puits pour injecter de la boue par en bas, alors qu'ils en avaient injecté par en haut, pour tuer complètement le puits et être sûr que ce puits-là, il ne polluera plus jamais. Hein. Donc 6 mois. Enfin, entre mars et septembre, là, en 2 mois et demi, ils avaient réussi par en haut. C'était une première. Et d'un point de vue innovation technologique, même si ce n'est pas au sens strict de l'antipollution, eh bien, c'est quand même une façon de limiter cette pollution dans le milieu. Et je pensais que c'était quand même, avec les autres techniques, quelque chose à signaler, puisque c'est quand même assez extraordinaire. Alors, en récapitulant, innovation sur l'utilisation des dispersants sous la mer, le brûlage, la maîtrise d'une éruption. Il y a eu beaucoup d'autres techniques qui ont été mises en œuvre de façon assez innovante sur toutes les techniques d'échantillonnage, de suivi, de mesure. Les Américains ont accumulé des tonnes de données. Donc maintenant, les programmes qui sont lancés vont permettre d'exploiter tous ces résultats pendant plusieurs années. Et j'espère que là, on aura des retours. Bon, BP a dit que les données seraient disponibles pour les scientifiques du monde entier sans réserve. Bon, on verra. Hein. Et puis, des méthodes de calcul qui restent encore améliorées sur l'évaluation du rejet de la tête de puits. Là, nous, on a trouvé extraordinaire que l'industrie pétrolière ne soit pas capable de nous dire combien de pétrole était rejeté d'une tête de puits. Enfin, bon, mais en fait, ils n'y arrivaient pas. Ils n'avaient pas de technique vraiment précise pour faire ça. Et puis, il y a plein d'autres choses qui sont en cours, non seulement au niveau américain, où là, les Américains ont des milliards de dollars qui ont été générés et notamment fournis par BP hein, pour faire des études, pas seulement sur l'innovation technologique, hein, il y a beaucoup d'études sur l'impact qui ont été lancées, mais l'industrie pétrolière internationale a également lancé des programmes de recherche extrêmement importants sur le sujet, auxquels nous sommes associés en partie. Et puis, des pays comme la Norvège ont lancé un appel à projet peu de temps après Deepwater Horizon, et sur 250 de mémoire, 250 propositions, ils nous en ont retenu 20, et on devrait avoir en cours d'année les premiers résultats de ces études, et vous voyez que ça couvre vraiment un champ assez large de techniques qui vont de la récupération en mer, l'utilisation des barrages, les dispersants, la détection, la détection satellitale, des systèmes de surveillance aérienne avec des drones, enfin bon, tout un tas de technologies qui ont été plus ou moins utilisées pendant Deepwater Horizon et qui vont venir compléter cette démarche d'innovation technologique sur les techniques de lutte anti-pollution. Merci de votre attention. Donc oui, vous êtes dans les temps, je vous remercie d'ailleurs, parce qu'on a pris pas mal de retard depuis ce matin. Donc c'est vrai que vous avez choisi d'axer votre présentation sur Deepwater Horizon. Vous m'avez confié qu'il y avait beaucoup d'autres moyens innovants de lutter contre la propagation de pétrole ou d'hydrocarbures. Si on a un petit peu de temps, on approfondira cette question. Je vais désormais appeler au pupitre